Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 16 mars 2023 et on attaque tout de suite. C'est parti. Et bonjour à tous, comment ils et elles vont dans le chat? Comment ça va? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez... est-ce que vous avez passé... j'allais dire une bonne matinée. Putain, je suis pas réveillé. Enfin bref, bonjour à toutes et à tous et j'espère que ça baigne de votre côté. Salut Chloé, salut The Garlic Snail, salut Olek. Bonjour à tous. Alors remis de ta grosse stuff d'anniv. Non, c'est samedi. A priori, c'est samedi. Voilà. Merci Baron Maroutan. Je vais remercier un petit peu les subs. Merci. Donc Baron Maroutan, 21 mois d'abonnement. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la... À vous de compléter dans le chat. Merci Nounix pour son renouvellement, 19 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour votre fidélité. En réalité, merci. Hein. Vous lassez pas de l'émission. Et ça, c'est quand même cool. Merci à tous. Et merci à SBianchi12 également pour ton cumul. J'allais dire ton cumulage. Non, ton cumul de 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai raté des petits subs? Il y a 10 heures, il y a Le Geek34 aussi qui s'est abonné hors émission. Luc G78, je vous passe un petit coucou. Terra FC aussi, qu'on n'avait pas vu. Et voilà, et c'est cool. Et merci Néo aussi. Coucou Guillaume et bon courage pour ce 3e mug. Ça va. Un petit peu plus dur le réveil ce matin, mais parce que forcément j'ai un peu plus veillé hier soir, vu que c'était mon anniv, je crois que vous l'avez compris, donc voilà, un petit peu plus, un petit peu plus dur ce matin, mais ça va, on est là, on y croit, on est là, on est bien, on se met bien, on est là, tout va bien. Dure semaine, non, mais je vais pas non plus exagérer, ça va, mais oui, le premier jour, ça allait. Le deuxième, ça va aussi. Le troisième commence toujours un peu à piquer. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez sûrement remarqué, car vous êtes des personnes très intelligentes, depuis quelques années, en fait, enfin, années, on a fait en sorte que Jérôme n'enchaîne pas les mugs. Parce que c'est le plus dur, c'est d'enchaîner les mugs. Et là, justement, Jérôme fait habituellement lundi, mercredi, vendredi, entrecoupé de Marion et de moi, exprès pour que Jérôme soit pas trop KO, quoi, parce que c'est vrai qu'enchaîner des mugs, c'est un petit peu plus dur. Joyeux 60 ans, Guillaume. Merci Mod09, je fais pas mon âge. Hein. Ouais, je sais. Ça s'achète des DVD de Feu de Cheminée. Mais c'est... Pourquoi tu dis ça, Melmox? C'est une vraie... Je l'ai déjà dit hier, pour mon anniversaire. On s'est offert avec ma chérie une vraie cheminée. Ça se voit, non? Je viens de passer le palier des 100 000 points de chaîne. Eh ben écoute, bravo à toi, tu n'as aucune raison de les dépenser. Voilà. Bravo à toi, Tails91. Et pourquoi tu les enchaînes? Ah, t'étais peut-être pas là, Murazik. Jérôme est avec Léo à Berlin pour du business. Jérôme a posté une photo sur Twitter d'ailleurs. Pour du business, il y a un espèce d'événement Amazon. Donc on a estimé que ça valait le coup de faire le déplacement, parce qu'on essaye de toujours évidemment minimiser nos déplacements quand il n'y a pas besoin. Mais là on a estimé quand même que ça pouvait valoir le coup. Après voilà, j'en sais pas plus, hein, donc je peux rien vous dire de spécial, parce que je sais pas comment est l'événement, je sais pas comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas c'est chouette aussi que Léo, qui est là depuis moins longtemps, puisse profiter un petit peu de ces voyages-là pour taffer, voir un petit peu comment ça se passe, donc c'est cool. Merci Stingy pour ton 17e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la... À vous de continuer dans le chat toujours. Guillaume a racheté Nowtech. Exactement. Voilà, exactement. J'ai mis toutes mes économies dans Nowtech, c'est parti. D'ailleurs, il y a des produits qui ne sont pas dispo dans les bons plans de votre boutique, juste pour info. Comment ça, Néo? Je vois pas de quoi tu parles. Non, vraiment, je sais pas de quoi tu parles. Joyeux 10 957 jours et des brouettes. 30 ans, ça fait 10 957 jours? Attends, 30 fois 365.
Waouh, waouh, le matin, c'est dur. Ah si, oui, c'est ça. Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça va s'appeler Nowtech barre oblique. Ouais, Nowtech slash, je vous ai pas dit en fait. Ça s'appelle donc plus, ouais, plus Nowtech, c'est Nowtech slash. Voilà, en fait, c'est ça l'absence de Jérôme. On vous l'a pas expliqué, mais voilà, on voulait pas le dire. Enfin, vous comprenez bien que ça aurait pu faire un chamboulement quand même. Mais oui, bah voilà, j'ai racheté Nowtech. C'est la grande annonce de ce matin. Merci à tous et à toutes, hein, toujours bien sûr. Voilà, c'est dit. C'est le spoil. C'est le spoil. Ah, la boutique Amazon que Jérôme a annoncé. D'accord. Ah oui, j'ai pas suivi du tout Instagram hier. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, n'hésitez pas à nous le. Enfin, tu es en train de nous le dire, mais pour le coup, bah, je transmettrai à Jérôme. Voilà. Je transmettrai à Jérôme. Enchaîner les mugs, c'est difficile. Ça dépend avec quoi tu les remplis. Très bonne remarque, John Duff. Très très bonne remarque. Là, je me suis fait un petit café pour commencer la matinée. Et je me suis fait une petite infusion Twitter. Je vous montre. Attention, j'essaie de pas en foutre sur le clavier, mais voilà, c'est une infusion Twitter. Voilà, purement petit oiseau de Twitter. Non, c'est une petite infusion détox. Voilà, hein. Très, très bobo parisien. C'est vraiment, là, on est bobo parisien puissance 1000. Mm. Mais ma foi, c'est pas piqué des hannetons, cette petite infusion. Let's go, let's go. Euh, Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Dormi dans un camping-car, dans un hangar. Ok, Techni. Ok, ok. C'est bon, tu as changé les serrures des ateliers. Le push de la chaîne est encore. Ouais, j'ai foutu des trucs connectés. Yo Basti, il y a des larmes de qui dans l'infusion? Ah bah, il y a des larmes d'Elon Musk. Regardez ça. Ça c'est les larmes d'Elon Musk. Hop là. Voilà, ça c'est la tristesse d'Elon Musk. Je m'en délecte tous les matins. Je rigole, hein, les fans d'Elon Musk dans le chat. Je rigole, c'est une vanne. Il n'empêche que je suis pas très fan d'Elon Musk quand même. Il va finir le mug tout seul parce qu'on ira bosser à notre vrai boulot. Mais bien sûr. Mais heureusement que... Non, j'allais vanner. Au moins, il n'y a pas de risque que tu traites un sujet déjà traité la veille. Oui, oui, oui. Bon, après, en réalité, c'est rare que ça arrive. Ça arrive. Mais ça arrive avec Jérôme ou avec moi ou avec Marion parce que bah, des fois, oui, on peut pas écouter les mugs en entier. Donc évidemment que des fois ça arrive, mais c'est pas grave. En tant que fan, je me suis senti offensé. Mais je sais, Basti, tu sais, c'est compliqué, hein, on essaye de pas froisser les sensibilités, mais voilà. Et on peut plus rien dire, hein, voilà. Je- Merci Psylop pour ton renouvellement. 27 mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la... Étalon Musqué, même quand ça arrive, c'est aussi parfois pour avoir deux points de vue différents sur l'actu. Oui, ça peut être intéressant. Bah, Jérôme vous donnera le point de vue de droite et moi je vous donnerai le point de vue de gauche, voilà. Ah là 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 là. Bon, les gens, c'est pas que je vous aime, mais il faut que j'aille en cours. Passion? Comment ça, cours passion? J'ai pas compris. J'ai pas compris ton message. C'est pas de l'amour, c'est de l'arrache. Il y a des fans d'Elon Musk. Oh oui, il y a des fans d'Elon Musk. Mais je peux, non, si je dois faire un peu l'avocat du diable, je peux comprendre qu'on puisse apprécier Elon Musk pour certaines choses. Elon Musk est quand même une personnalité fascinante, très honnêtement. Et il y a des investissements qu'il a fait qui n'étaient pas des investissements bêtes. Il a eu le nez creux, c'est plutôt une personne intelligente. Maintenant, c'est une personne qui a beaucoup d'ego. Avec tout ce que ça peut avoir de positif et tout ce que ça peut avoir de négatif. Je vous propose qu'on démarre le Kawa. On va parler un peu d'actu. Très rapidement, petit sommaire rapide avant de lancer le Kawa. On va parler aujourd'hui, est-ce que la transition a marché? Évidemment que non. Nous allons parler aujourd'hui, tac, de Mozilla qui crée deux nouvelles compagnies. Pourquoi, comment article de ZDNet. Nous parlerons d'un article de Clubic et qui c'est un peu la big news du jour. Samsung qui lance, enfin c'est la news de la veille, mais donc oui. Samsung qui lance ses Galaxy A14, A34 et A54. Donc ça on en discutera, je trouve ça assez intéressant. On parlera d'une news que j'ai un petit peu loupée, Microsoft qui licencie son équipe chargée de l'éthique et de l'intelligence artificielle, article de Courrier International. On fera une petite brève sur Blick,
Je connais pas ce journal. Cet ingénieur albanais est la tête pensante derrière ChatGPT. C'est juste pour rendre un petit hommage à Mira Murati, qui est une des responsables de OpenAI. Enfin, elle a bossé sur ChatGPT et Dali. Donc, on parlera un petit peu d'elle parce que c'est vrai que pour l'instant, on a quand même vu beaucoup les mecs derrière OpenAI, ChatGPT et tout ça, mais pas trop cette femme. Donc, je trouve ça intéressant. On parlera d'un article de Cory sur la premiumisation, la nouvelle et perfide. Alors ça c'est un jugement de valeur que je suis pas forcément d'accord. Mais la nouvelle stratégie des entreprises pour vous faire payer plus cher. Donc ça sera plus un article un peu à débat. Nous parlerons de Sony qui rend la photo accessible aux malvoyants avec cette technique. Je trouve ça toujours cool de parler un petit peu de ça. Et si on a le temps, on parlera de Li-Fi, qui est un peu pas le prochain Wi-Fi, mais une alternative au Wi-Fi. L'Internet par la lumière, c'est vrai qu'on en parle de temps en temps sur le mug. On fera une petite mention du Battle 4, nous y serons donc le 21, 22, 23 avril, notez ça dans vos agendas. Et nous terminerons le mug par une tartine sur Midjourney version 5. Midjourney V5, donc qui est un générateur d'images par intelligence artificielle, qui est capable de générer des clichés comme ça. Voilà, avec enfin des yeux qui sont à peu près réussis, parce que c'était une des plus grandes complexités de l'IA. Et là, je vous avoue que je suis absolument bluffé par toutes les images et tous les trucs, toutes les productions qu'a réalisé Midjourney. Clairement, là, on a atteint une nouvelle étape dans la génération d'IA et je trouve ça absolument bluffant. Déjà que Midjourney avait de l'avance, là, clairement, c'est un cran au-dessus. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on démarre le kawa, c'est parti. Ah oui, passion, pour finir ta phrase, c'est pas de l'amour, c'est de la passion. Très bien. On se met à baver en regardant l'émission à partir de 24 mois. Exactement. Tchic. C'est pas de l'amour, c'est de la rage. Ouais, c'est dingue. Mais on en reparlera en fin d'émission. Voilà, il faudra que vous restiez si vous voulez qu'on parle ensemble de Midjourney. Nous allons commencer par une petite brève, par un court article. Mozilla. Vous savez que je suis pas mal ce que fait Mozilla. Je continue de recommander Firefox. Bam, c'était le placement publicitaire auquel vous ne vous attendiez pas. Pas du tout, on n'est pas payé. Mozilla qui crée de nouvelles compagnies. Alors compagnie, est-ce que c'est un anglicisme traduit bizarrement? Je ne sais pas. La fondation éditrice de Firefox, créée en 98, souligne son but d'une IA de confiance et recherche 3 nouveaux administrateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Mozilla? La fondation Mozilla va avoir 25 ans cette année. Putain, déjà un quart de siècle. À l'occasion de ce qui sera son prochain chapitre, Michelle Baker, la présidente de cette organisation à but non lucratif, a annoncé dans un billet de blog que la fondation va créer 2 nouvelles entreprises, Mozilla.ai, intéressant, pour développer une pile d'intelligence artificielle open source de confiance. Une pile? C'est une traduction de stack, j'imagine, mais je trouve cette traduction un peu étrange. Ouais, comment on pourrait le traduire? Des logiciels, des produits d'intelligence artificielle, je dirais. Et Mozilla Ventures pour investir dans des entreprises tech responsables. Mitchell Baker, une suite d'outils d'intelligence artificielle. Ouais. Mitchell Baker indique que nous développons nos activités de philanthropie et de plaidoyer qui promeut une IA digne de confiance. La fondation a aussi depuis début 2020 comme filiale Mozilla dédiée au logiciel Thunderbird. Oui, Thunderbird a été un peu externalisé de Mozilla. D'ailleurs, Thunderbird qui va avoir une interface un peu plus moderne, ce qui est pas plus mal. Est-ce que ça va permettre de contrecarrer l'efficacité de Gmail? Même si moi, j'utilise pas l'interface de Gmail, je ne suis pas sûr. Mais bon, on verra bien. Mais je sais que dans le chat, vous êtes beaucoup à plébisciter l'interface de Gmail. Et c'est vrai que l'interface de Gmail est quand même un cran au-dessus. Merci Doudidou pour ton 10e mois d'abonnement. Merci énormément. Et merci aux gens qui nous follow. C'est très gentil. Merci à vous. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs si vous suivez l'émission sur Twitch mais que vous n'avez pas créé de compte Twitch et que vous avez la flemme, je peux le comprendre. Mais je vous assure que créer un compte Twitch permet le retour de l'être aimé. Voilà, donc je vous le dis. Au cas où ça soit parfois un peu compliqué dans votre vie, n'hésitez pas.
Voilà, ça améliore plein de choses. Voilà. Aussi, Mozilla est-elle en quête de nouveaux dirigeants? Elle cherche 3 nouveaux membres pour le conseil d'administration de la fondation qui travailleront en étroite collaboration avec les conseils d'administration de Mozilla Corporation, Mozilla AI et Mozilla Ventures. Au moins un de... Je trouve que ça pourrait presque faire des noms d'entreprises de méchants dans Batman. C'est mon avis, vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez. Au moins un de ces nouveaux membres du conseil d'administration jouera un rôle central dans l'orientation des programmes caritatifs de la fondation, qui se concentrent sur la création de mouvements, au sens militant, oui ok, et une IA digne de confiance. La présidente souligne que les administrateurs doivent discuter avec les employés et les bénévoles et comprendre la pluralité d'activités de la fondation entre ses branches à but non lucratif et ses activités commerciales. Il est important que les membres de notre conseil d'administration comprennent tout cela, y compris pourquoi nous concevons des produits grand public, blablabla. Bon, très bien, il faut que le conseil d'administration comprenne les activités de Mozilla. Je vous la fais en plus simple. Exemple d'activité militante de la fondation, les rencontres de son festival annuel, le MozFest, dont l'édition 2023 a lieu la semaine prochaine, du 20 au 24 mars. Putain, c'est un truc que je ferais bien une fois dans ma vie, ça, pour le coup. Ah, je suis vraiment un geekos en disant ça. Mais ouais, ça me ferait trop kiffer de faire le MozFest, pour le coup. La description des compétences des 3 administrateurs recherchés est en ligne là. Ok, en ligne là. c'est rigolo écrit comme ça. Alors, mofo, faut faire un petit peu gaffe parce que mofo, ça peut vouloir dire... Enfin, bref. Oui, c'est une drôle de... Bref. Donc oui, bon, bah, si vous voulez la fiche de poste, vous l'avez en gros de tout ce qu'il faut comprendre. Très bien. Très bien, très bien. Le même document précise que la plus importante des filiales commerciales de la fondation, Mozilla Corporation, emploie 1000 personnes. Putain, c'est 1000 personnes, la Mozilla Corporation. Oui, parce qu'il faut comprendre un truc avec Mozilla, c'est qu'ils ont la fondation à but non lucratif, et ils ont aussi créé Mozilla Corporation, qui est pour le coup là une vraie entreprise dont le but est le profit, le truc classico, bonjour le capitalisme, et la Mozilla Corporation, voilà, cherche à faire du profit qu'elle redistribue dans l'organisation. En gros, ils ont un peu douillé le système, d'une certaine façon. Ça leur laisse plus de flexibilité. Est-ce qu'il y a du Rammstein au MozFest? On pose les vraies questions. Mozilla AI, je me demande ce qu'ils vont faire de nouveau par rapport à Facebook avec PyTorch ou Google avec TensorFlow. Je ne sais pas, on verra bien. C'est prouvé scientifiquement. Oui, mais bien sûr, c'est prouvé scientifiquement, le retour de l'être aimé, tout ça, tout ça. Voilà pour Team Thunderbird ici. Ouais, bah écoute Oleg, je sais pas si tu as vu, mais tu peux avoir la nouvelle interface en bêta, il me semble. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, et après on va enchaîner sur les autres articles. Hein. Attendez, juste avant de faire une recherche. Thunderbird New Interface. D'ailleurs, Basti, ça peut t'intéresser. Voilà, c'est ça. We are rebuilding the Thunderbird interface from scratch. Et donc, blabli-blablou, blabli-blablou, blablou. Est-ce qu'on a l'interface que je peux vous la montrer? Tout un bloc pour dire qu'on l'a refait. Et on la montre pas. Ça, c'est bien les développeurs de l'open source. Ça, je déconne, me tombez pas dessus. Attendez, j'essaie de voir si on peut avoir la nouvelle interface. Très bien, très bien. Une vidéo de 14 minutes où on ne voit pas les nouveautés de l'interface. Aïe, aïe, aïe. Ah, le petit site OMG. Ah, bah voilà. Voilà, donc l'interface de Thunderbird pourrait ressembler à ça. Attendez, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ah, voilà. Ouais, ça ressemblerait à ça, qui est une interface bien plus moderne. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse et qui aiment beaucoup Thunderbird, qui reste un logiciel très puissant, la nouvelle interface ressemble à ça et vous pouvez déjà y avoir accès. Voilà. Donc si vous voulez retester. Ouais, c'est quand même très très cool. Salut Flonflon. Salut. Voilà. Donc si vous voulez tester Thunderbird mis à jour et tout, moi j'avoue que pour les mails, je suis sur le Mac. Hein. J'utilise l'appli d'Apple de base. Et sur mon iPhone aussi, je trouve qu'elle fait parfaitement le taf. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de plus, mais moi j'ai besoin de pas trop, justement. Des fois dans ma vie numérique, je préfère des choses plus simples, parce que quand elles font le taf, c'est parfait. L'interface actuelle me rappelle la Dash, plus c'est moche, plus c'est libre. Ouais. Après, bon, moi aussi, hein, je troll beaucoup là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse gaffe d'essayer de un peu moins troller, parce qu'il y a quand même des jolies choses dans l'open source. Faut pas non plus déconner, hein, notamment dans le développement web.
c'est quand même l'open source qui a permis d'avoir des avancées dans le dev web, des bootstraps, des choses comme ça, qui sont quand même des... Ça a permis d'harmoniser beaucoup d'interfaces et rendre les choses un peu moins moches, quand même. Mais je sais qu'en disant bootstrap, là, il y a 3 Bastille Way qui meurent instantanément dans le chat. Parce que c'est vrai que ça, le problème d'uniformiser, c'est qu'au bout d'un moment, les sites se ressemblent tous à la même chose. On va avancer. Dans l'actualité, on va avancer. Et salut Holmes, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et on va parler avec cette personne qui est très heureuse d'utiliser un nouveau Samsung, bien sûr. Samsung qui lance ses Galaxy A14, A34 et A54, des smartphones entrée et milieu de gamme très alléchants. Alors pourquoi on en parle? Déjà parce que c'est des annonces Samsung, mais surtout on en parle parce que Samsung fait enfin l'effort, enfin ça fait 1 ou 2 ans qu'ils le font, de faire 4 ans de mise à jour système, même sur les smartphones entrée et milieu de gamme. Donc ça c'est cool, ça c'est très 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 bien. Et ce qui fait que pour moi, ce sont maintenant des smartphones recommandables. Truc qui était plus difficile avant, où il n'y avait que 2 ou 3 ans de mise à jour système. Ce qui était pour moi un gros problème, parce que au bout d'un moment, je vais pas refaire le discours écolo, mais je veux dire, la planète va mal, ça serait bien qu'on crée pas du déchet de l'e-waste, comme on dit, du déchet informatique pour rien. Donc c'est très 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 bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Le géant sud-coréen officialise aujourd'hui ses 4 nouveaux smartphones entrée et milieu de gamme, dotés d'un design premium, et en plus ils sont très jolis, plus homogènes, hérités des Galaxy S23. Nous parlons évidemment du A54, A34, A14. Alors sachant que le A14, il y a une version 5G, une version 4G. Apparemment la version 4G par contre a vraiment un processeur très pas dingue. Donc a priori pas la version qu'on pourrait recommander. En tout cas, surtout le... Merde, je voulais pas surligner. Tant pis. Le A54 et le A34 ont l'air d'être vraiment des bangers absolus. C'est intéressant. On a beaucoup de vidéos en ce moment dans nos projets, donc ça va être compliqué. Mais nous, c'est un truc qu'on aimerait bien, on vous l'a dit dans la dernière vidéo, on aimerait bien prendre le temps de plus tester les entrées et milieu de gamme. Parce que c'est important et parce qu'en plus, il y a une vraie demande pour des tests sur ces téléphones-là. On l'a vu, hein, on avait fait une vidéo sur le A53 et elle avait fait pas mal de vues. On avait fait ça un peu pour tester et elle avait fait pas mal de vues. Donc, il y a un intérêt pour ces smartphones-là. Est-ce que dans le chat, il y en a qui ont ces smartphones et qui en sont contents? Alors, la version A53 notamment. A52, A52S, A53. Parce qu'il y a des gens qui les ont et qui en sont contents. N'hésitez pas à nous le dire et éventuellement parler aussi des défauts si vous voulez, j'essaierai de vous lire. Visuellement réussi, ces nouveaux modèles de Samsung profitent d'un design homogénéisé pour la gamme Galaxy A avec des bordures arrondies et des capteurs photographiques bien intégrés au dos des appareils et sans surprise, ils promettent une grande autonomie pouvant aller jusqu'à 2 jours. Doté d'un dos en verre, le A54, donc c'est le plus haut de gamme de cette gamme, et le modèle le plus, le plus premium, il est propulsé par un SoC, donc par un Proco Exynos 1380, couplé à 8 Go de RAM, stockage 128 ou 256 Go, port micro SD, écran Super AMOLED 6,4 pouces, blablabla, écran 120 Hz aussi, très bien. Très bien. Le Samsung A34 5G est un peu plus grand, 6,6 pouces, avec un processeur MediaTek Dimensity 1080, avec de la RAM, tout ça. Pareil, 128 Go de stockage ou 256. Et le A14, donc il a un écran LCD Full HD+, mais bon, un écran LCD, ça peut faire le taf aussi, de 6,6 pouces, cadencé à 90 Hz dans sa version 5G ou 60 Hz dans sa version 4G. Blablabla, donc c'est un MediaTek Dimensity 700, avec 4 Go de RAM, donc un processeur bien moins puissant. Et pour l'autre Galaxy A14 avec la puce 4G, là pour le coup c'est un MediaTek Helio G80 qui est vraiment le Proco qu'on voit partout dans l'entrée de gamme aujourd'hui, qui n'est pas un processeur génial hein. Donc bon voilà, c'est pas tip top. Tous les smartphones de la gamme Galaxy A ont une batterie de 5000 mAh qu'on peut recharger en 25 watts, donc c'est plutôt ok le 25 watts. C'est plutôt acceptable, surtout pour le prix. Toute la gamme embarque un capteur de 50 mégapixels, donc pixel binning a priori. A54 et A34 devraient avoir des meilleures photos que le A14. J'essaie d'aller un petit peu plus vite dans la présentation, parce que c'est quand même bien de la fiche spec à l'ancienne.
etc., etc. Et donc, ce qui nous intéresse surtout, donc ils sont disponibles dès hier, dès le 15 mars. Ils ont déjà Android 13, ils ont 4 ans de mise à jour Android système et 5 ans de mise à jour de sécurité. Ce qui est très bien. Pour ce qui est de la sécurité, ils ont le tableau de bord, bon ça, bah, on s'en fiche un peu. Blablabla, ça on s'en fiche un peu. Après, il y a les coloris et surtout les prix. C'est ça qui va nous intéresser. Le A54, il commence à 499 euros. Donc c'est cher, mais c'est dans la moyenne du prix des smartphones. Voilà, c'est ce qu'on a dit dans la dernière vidéo. Le prix moyen des smartphones, c'est 450 et quelques. Là, on est dans le prix moyen, donc ça en fait un téléphone qui est cher, mais pas inaccessible, on va dire. Le A34, lui, pour le coup, il est à 399 euros. Et le A14, en version 5G, commence à 250 euros. Voilà, pour toute cette nouvelle gamme. Je vais vous lire un petit peu dans le chat, voir s'il y a des gens qui ont des Samsung A quelque chose. Je sais que la gamme A convient à beaucoup de monde. Et effectivement, je trouve que c'est une gamme qui propose un assez bon compromis entre performance, prix. Surtout le prix, en fait. Pour 500 euros, je préfère quand même un iPhone reconditionné récent. Après, pour 500 balles, t'as pas un iPhone très récent quand même. Hein. Donc là, pour le coup, j'enlève ma casquette d'Apple fanboy, mais pour 500 balles... Alors, on va regarder. Hein. Pour 500 balles, t'as quoi chez Apple? Parce que là, t'as quand même, a priori, des photos qui seront bien meilleures aussi. Enfin, c'est important pour d'autres personnes. En reconditionné Apple... Bon, moi, j'aime bien aller sur Back Market. J'avoue que ça donne un bon indicateur. Je sais, Back Market, il peut y avoir des problèmes aussi sur certains revendeurs. Mais on va regarder un peu... on peut avoir l'iPhone 12. Ouais, iPhone 12, 430 euros, là je suis en train de voir. iPhone 12 en version 64 Go. L'iPhone 13 est à 620 euros. Ouais, iPhone 12. On a l'iPhone 12 pour ce prix-là à peu près. Mais l'iPhone 12 est un très bon choix aussi, hein, clairement. Et je sais pas lequel je conseillerais. Ou ça dépend en fait si les gens sont plutôt fans d'Apple ou plutôt fans d'Android, clairement. Mais l'iPhone 12 est une bonne comparaison parce que je pense que le Proco de l'iPhone 12 est plus puissant que le Proco des Samsung. Maintenant, après, là, c'est du reconditionné. Voilà, donc ça peut aussi avoir des problèmes. Je crois que l'iPhone 12 Pro, pour le coup, lui commence à combien? À 587 euros, l'iPhone 12 Pro. 560, il y en a. Ok. À voir. À voir. Mais c'est intéressant de comparer. L'iPhone 12, c'est un produit de 2020. Oui, mais c'est pas un problème. Chez Apple, pour le coup, c'est vraiment pas trop un problème de prendre des produits qui ont 2-3 ans. Contrairement au monde Android. Mais justement, comme Samsung propose plus d'années de mise à jour, comparé à avant, ça en fait des smartphones de casse qui commencent à être intéressants. Et c'est pour ça que sur Nowtech, on vous embête en disant que ce n'est pas normal qu'il n'y ait que 3 ans de mise à jour système. Bordel, Google fait ça et c'est insupportable. Dans 3 mois, les prix vont chuter, donc ne jamais acheter le jour J. Oui, en plus, t'as raison. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on oublie, mais pour le coup, ces nouveaux Samsung A54, dans 3 mois, il y aura des promos à moins 100 balles, machin, et vous pourrez taper un A54 à 400 balles. Là, pour le coup, ça les rend encore plus intéressants face à du Apple. Mais évidemment, si des gens préfèrent la pomme, prenez la pomme, hein, bien sûr. J'avais 250 euros à mettre, j'avais le choix entre 9 très moyen et pas durable et iPhone SE 2020. J'ai pris l'iPhone, il est parfait. T'as bien raison, il est très bien l'iPhone SE 2020. Très bien. Mais par contre, l'iPhone SE 2020, niveau photo, c'est pas dingue. Dès que t'as plus de lumière, pour le coup, il fait vraiment du... Enfin, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Apple, nous, c'est la pomme, vous, c'est les poires. Je remonte un peu dans vos messages. A53 pour 400 euros et des brouettes, je mets pas plus de 500 euros dans un smartphone. Mais je sais, hein, Sarah, t'es pas la... Alors j'imagine que tu es une femme. Tu n'es pas la seule, je pense, dans ton cas. En fait, le truc du prix des smartphones, c'est qu'il y a vraiment pour beaucoup de gens un palier psychologique. Nous, sur Nowtech, pour le coup, pour avoir testé énormément de smartphones, on sait que mettre beaucoup d'argent dans un smartphone, en général, est plus pérenne et plus rentable sur le long terme. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas dépasser un prix psychologique palier. Et chaque personne le met à son niveau. Et je dirais que dans le grand public, le prix psychologique, c'est souvent 300-400 balles.
C'est-à-dire pour beaucoup de gens, plus de 300 € dans un smartphone n'a aucun sens. Voilà. Nous, on trouve que ce n'est pas une bonne façon de voir les choses. Enfin, c'est même pas une bonne façon de voir les choses. C'est que pour nous, de notre expérience, on s'est prouvé en testant les produits que, en général, il valait mieux mettre plutôt 400-500 € dans un smartphone. Ça rend la chose plus pérenne. À 300 balles, c'est plus difficile d'avoir des smartphones pérennes. Et justement, c'est là où j'aime bien ce que propose Samsung, c'est que là, on commence à avoir des smartphones qu'on peut conseiller à 200-300 balles, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est très bien. Samsung est cher par rapport aux Chinois. Oui, mais Mick McCall, le problème de beaucoup de smartphones chinois, c'est la durée de mise à jour. Et c'est pour ça que même quand des fois on est sponsor par des marques comme Xiaomi, Poco et tout, même quand on est sponsor, vous nous verrez toujours dire dans les vidéos ou dans les lives, il n'y a que 2 ou 3 ans de mise à jour, et pour nous, c'est pas assez. Voilà. J'ai un ami qui a un Samsung de cette gamme, il est satisfait. Ouais, bien sûr. Un vieux A51 ici, ça fait le taf. Très bien, très bien, très bien. Quid du recyclage obligatoire pour les constructeurs? J'ai pas l'info. Si 300 € est durable, tu peux choper des ROM Lineage. Ouais, mais ça pour moi, c'est pas un argument, un de vous, parce que le grand public ne sait pas installer une ROM alternative et ne devrait pas avoir à installer une ROM alternative. Salut Harpelune, bienvenue à toi. Je dois changer de smartphone, je me suis fixé 300 € comme limite budget, mais j'avoue que le choix ne me donne pas envie à ce palier-là. Bah écoute, Harpelune, pour le coup, déjà à 300 €, je te conseillerais pas des iPhones, clairement. Et à 300 €, là, je te dirais qu'un petit Samsung A53, celui de l'an dernier. Attends, je regarde un petit peu le A53 sur Back Market pour le coup. Ouais, tu vois, regarde, un petit Samsung A53. Bim bam boum, tu l'as à 350 €. Ça peut être un très très bon choix, hein. Il est à 350, donc ça dépasse un petit peu ton budget. Mais l'avantage du A53, c'est que si je dis pas de bêtises, il a été aussi garanti 4 ans de mise à jour système. Donc a priori, tu pourras garder ton téléphone plusieurs années. Et c'est un peu là la force de Samsung, justement, contrairement à d'autres constructeurs chinois, même si ça commence à s'améliorer aussi, hein. Et je sais, Samsung est sud-coréen, j'ai pas comparé, voilà. Mais c'est la force de Samsung dans le monde des constructeurs mobiles, c'est qu'effectivement, ils commencent à proposer plus d'années de mise à jour. Apple reste les meilleurs, clairement. Apple, on peut vraiment espérer 5 à 6 ans de mise à jour sans problème. Mais là, ouais, ça fait des trucs assez intéressants, hein. Un petit A53 à 350 €, c'est pas mal. C'est pas mal. Ou alors, sinon, le A33, il a existé. Mais j'aurais un peu peur de conseiller un A33 pour le coup. Mais t'as un A33 sinon. Je sais pas quel processeur il a. Il a quoi comme Proco le A33, pardon. Je sais pas du tout. Spécification technique. Processeur. Ils le disent pas? Bon alors. Merde. Bon, bah ils le disent pas. Faut voir les tests. Je sais pas ce qu'il vaut le A33. J'ai jamais pris en main. Mais après, j'aime bien le design. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Il est quand même pas trop moche. C'est pas trop moche tout ça. Beaucoup de gens, même des gens qui ont des iPhones, ne font pas les mises à jour et ne sont pas au courant des dangers potentiels tant que ça marche comme ils veulent. Peut-on leur en vouloir? Tu peux avoir le Pixel 6a à 230 € chez Boulanger. Ouais, mais tu vois, comme il n'y a pas beaucoup de garantie de mise à jour sur les pixels, j'ai du mal à conseiller des pixels aujourd'hui. Mes parents m'ont mis à jour durant de nombreuses années avant d'abandonner les mises à jour. J'ai dû moi-même mettre à jour. C'est le problème de la gamme Pixel, hein. Je reviens à ton commentaire. La gamme Pixel n'est pas garantie assez. Définitivement. C'est un Exynos 1280. Ok. Je sais pas ce qu'il vaut. Mon smartphone Pro est un Samsung A40. Il est très poussif. Ok. Merci pour l'info, Laïti Shlopa. Pour le coup, le A40 commence à être un petit peu vieux, hein. Le grand public devrait au contraire pouvoir installer une ROM alternative. On choisit son OS sur ordi. Oui, après, oui, il devrait. Oui, ça devrait être faisable facilement. C'est pas si non, si, c'est un peu compliqué quand même. J'ai un Android de 6 ans et plus de mise à jour, mais il fonctionne encore parfaitement. C'est quoi ton Android qui date d'il y a 6 ans? Je suis curieux.
J'ai un peu de mal avec cet argument, le smartphone est toujours utilisable même s'il n'est plus mis à jour, il n'y a que les geeks qui veulent faire les mises à jour. Pour moi, non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est un argument important. Pour moi, c'est un argument important. C'est pas, en fait, c'est pas un argument de dire il y a que les geeks qui veulent faire les mises à jour. C'est, on a besoin des mises à jour pour garantir aussi la sécurité et on a besoin des mises à jour pour aussi permettre au grand public d'avoir toujours les nouveautés système, les choses comme ça. C'est important. Maintenant, après, dans le grand public, ce qui se passe, c'est qu'il y a une défiance par rapport aux mises à jour parce que des marques ont abusé du système pour faire de l'obsolescence programmée, alors parfois détournée ou involontaire, mais c'était le cas. Apple, c'est à toi que je pense, avec les iPhone 6, les iPhone 6S et le ralentissement du processeur, etc. On en parle bientôt dans une vidéo. Clairement, ça a ralenti des iPhones et les gens ont eu l'impression de faire une mise à jour et d'avoir de l'obsolescence programmée. Donc clairement, c'est un problème des constructeurs qui ont un peu sûrement abusé du système. Et maintenant, c'est toujours très compliqué à prouver qu'une mise à... Le problème des mises à jour aussi, c'est que le moment où ton smartphone fait une mise à jour, il est probable qu'il réindexe beaucoup de choses et il remet un peu au frais des choses sur ton téléphone, ce qui fait que le processeur est très sollicité et ça peut le faire laguer. Voilà. Merci Guiwi pour tes 3 mois d'abonnement. Merci énormément. Mon Galaxy S7 fonctionne toujours nickel, quelques ralentissements, mais c'est totalement ok. Mon S10 fonctionne parfaitement. Ouais, en même temps, c'est des hauts de gamme. Les hauts de gamme vieillissent assez bien quand même. Pixel, c'est 3 ans pour l'OS et 2 ans de plus pour la sécurité, ou je confonds? Oui, c'est ça. Mais pour moi, ça me va pas. C'est pas normal que le système soit mis à jour que 3 ans. C'est pas normal. Salut Snafon, bienvenue à toi. Salut. Très content de mon Fairphone. Il est très bien le Fairphone 4. Un nouvel OS consomme plus de RAM? Non, pas forcément. C'est pas une vérité générale. Mon frère a encore le réflexe de non, je ne mets pas à jour, ça va tout casser. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je vous propose qu'on avance dans les news. Mais voilà, je voulais qu'on parle un petit peu de ça. On va avancer dans les news. Et on va parler d'un article sur Courrier International. Microsoft qui licencie son équipe chargée de l'éthique de l'intelligence artificielle. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il se passe? OpenAI a dévoilé mardi 14 mars GPT-4, une version plus puissante de son robot conversationnel basé sur l'IA. Le même jour, on apprenait que Microsoft, qui a investi des milliards dans l'entreprise, se sépare de ses salariés chargés de réduire les risques liés à l'IA. Fâcheuse coïncidence? Point d'interrogation. La vague de licenciements chez Microsoft a emporté avec elle l'équipe responsable de l'éthique de l'intelligence artificielle, révèle Platformer. Pourtant, le géant américain de la tech investit des milliards de dollars dans OpenAI, l'entreprise que vous connaissez bien. Microsoft s'est séparé en janvier de 10 000 salariés, dont l'ensemble de l'équipe chargée de l'éthique et des questions de société au sein de la division IA. En 2020, à son apogée, l'équipe éthique et société de Microsoft comptait une trentaine d'employés, dont des ingénieurs, des concepteurs et des philosophes. En octobre 2022, elle avait été réduite à 7 personnes dans le cadre d'une réorganisation. Le pionnier américain de l'informatique se prive ainsi d'une équipe spécialisée chargée de veiller à ce que ses principes en matière d'IA soient étroitement liés à la conception des produits, au moment où l'entreprise est en première ligne pour mettre à disposition du grand public des outils d'IA. Selon d'anciens salariés, l'équipe était un élément essentiel de la stratégie de Microsoft visant à réduire les risques liés à l'utilisation de la technologie d'OpenAI dans les produits de l'entreprise. Le média spécialisé note que les révélations de Platformer ont été publiées juste avant qu'OpenAI ne propose son modèle d'IA, probablement le plus puissant à ce jour, ChatGPT 4, qui contribue déjà à alimenter la recherche sur Bing. Bon ça j'avance, ils redisent un petit peu la même chose. Les progrès accomplis par le robot conversationnel en quelques mois ont plongé l'industrie de la tech dans l'une des séquences les plus imprévisibles de ces dernières décennies. Ils ont stupéfié les ingénieurs informaticiens. Très bien. GPT améliore les choses, ça, on en a parlé hier. En gros, GPT-4 est une amélioration assez intéressante de GPT-3.
Ces bémols ne suffiront pas à arrêter les grandes entreprises de la tech qui se pressent d'intégrer GPT-4 dans toute une série de produits et de services, notamment les logiciels de Microsoft, etc. Ça fait un peu redite avec hier. GPT-4 devrait donc fonctionner de manière nettement plus fiable que la version précédente, blablabla. Très bien. Bon, ce qu'il faut retenir de la news, c'est effectivement que Microsoft s'est séparé de son équipe qui veillait sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Comment on peut analyser ça? Là, l'impact immédiat, il n'y en a pas. Maintenant, l'impact à moyen long terme, très certainement qu'il y en aura un. Et que s'il n'y a pas des personnes chargées de faire un petit peu de contrebalancer les avancées de l'IA, on peut se retrouver effectivement avec des choses qui peuvent poser des problèmes, j'imagine, je ne sais pas. C'est compliqué de spéculer là-dessus, hein. Clairement, en science-fiction, ça s'appelle le début du film. Très bon, très très bon. J'ai appris à GPT 3.5 l'existence de GPT-4 l'autre jour. Il s'est excusé en mode « Ok, je savais pas ». Ils vont sûrement travailler directement avec OpenAI. Ah bon? Il y a cette info? Ok, je l'ai pas vu cette info. Responsable éthique et morale dans l'IA, je me demande de ce qu'il fait du matin au soir. Oh, je pense qu'il y a du boulot. Non, je pense qu'il y a du boulot. Clairement, là, pour le coup, on a quand même... on va pas refaire le débat, mais on a quand même l'avancée de l'IA est assez impressionnante et on est actuellement au début d'une révolution. En tout cas, c'est notre avis sur Naotech. Et je pense que des personnes dans les entreprises qui sont chargées justement de garantir une certaine éthique sont importantes, clairement. Merci merci WNilo70 pour ton abonnement 15e mois. Merci beaucoup. En même temps, si leur IA il y a Bing, tu m'étonnes qu'ils veulent stopper le projet. Merci Olivier Rossel pour ton 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup de votre soutien. Encore une équipe d'éthique qui se fait virer. Ça va encore trigger la personne de Science for All. Ouais, peut-être. J'imagine. C'est bien dommage quand même. Oui, je pense aussi. Maintenant, je comprends que pour économiser de l'argent, Microsoft se dit, bon, allez, la team des philosophes, là, hop, 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 on dégage. Mais je pense effectivement que ça peut poser problème. Merci pour vos subs, il y en a beaucoup. Merci beaucoup, merci. Sans sax pour ton sub, sans sas ce matin. Merci énormément. Voilà pour cette petite news. Donc, encore une fois, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais oui, est-ce que c'est le début d'un film de science-fiction? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va avancer et on va continuer dans les sujets sur ChatGPT et on va parler de Mira Murati, une des personnes hype de la Silicon Valley. Et donc, qui est Mira Murati? Effectivement. Enfant, Mira Murati n'aurait sans doute pas imaginé qu'elle serait un jour responsable d'un tel engouement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette femme, née en 1988 d'un couple d'enseignants habitant la ville albanaise de Vlora, est à l'origine du célèbre agent conversationnel ChatGPT, capable de simuler des discussions et de rédiger des textes en très peu de temps en répondant à des requêtes précises. Cet article, je pense que Ferjess, si tu es là, tu comprendras ce que je veux dire, mais cet article il y a un peu une vibe une femme a fait quelque chose. Et pour ceux qui n'ont pas la ref, maintenant j'essaye de pas non plus voir le mal partout, hein, mais ça me fait un peu penser à cet article de Wikipédia qui est une femme est une journaliste, dirigeante d'entreprise, chimiste, diplomate, économiste. C'est un article en gros qui critique le fait qu'il y ait, quand on parle de femmes dans certains domaines, les journaux ont tendance à titrer une femme au lieu du prénom et du nom de cette femme. Voilà, tu remarques que j'ai corrigé le titre pour le pin. On est d'accord, FRJS. Il y a une vibe. Il y a une vibe. Maintenant, j'essaye de ne pas voir le mal partout. Mais pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller lire l'article Une femme qui est une moquerie de ça, justement. Pour ses premiers pas en 1871, elle gravit le Cervin, blablabla. En 1931, elle bat un record d'aviation. Enfin bref, c'est un truc qui se moque un petit peu de ça. Bref. Donc Mira Murati, elle s'est intéressée aux mathématiques, aux jeux vidéo et par conséquent à l'IA, dans lequel elle présente les développements à l'origine dans un exposé vidéo pour le God Lab Symposium. Je ne sais pas ce que c'est, mais très bien.
Elle a mis ses idées en pratique en Albanie, elle a étudié à l'université de Tirana, très très bien, et elle s'est installée aux États-Unis. Elle a étudié l'ingénierie au sein de la prestigieuse université privée de Dartmouth, dans le New Hampshire, très bien, pour ceux qui connaissent éventuellement. Elle a travaillé dans l'industrie technologique, elle a bossé à Tesla, et c'est à Tesla qu'elle a bossé, elle a commencé à bosser sur l'IA, c'est intéressant. Et en 2018, elle a rejoint l'entreprise OpenAI, donc rappelez-vous effectivement, l'un des membres fondateurs était Elon Musk, et en tant que Chief Technology Officer, donc CTO, elle a dirigé le développement de 2 logiciels chez OpenAI, ChatGPT et DALL-E, et ce sont effectivement les 2 logiciels qui ont suscité un véritable engouement. Et Mira Murati, elle a fait une interview au Time qui est assez intéressante à lire, et elle a dit que l'un des plus grands défis de ChatGPT est que le modèle de conversation est tellement inventif et crédible qu'il peut prédire avec assurance que ce qu'il a inventé est un fait. C'est quelque chose que nous critiquons énormément, évidemment, qu'on critique assez régulièrement dans le mug. L'Albanaise d'origine, qui a contribué de manière décisive au développement de l'agent conversationnel, se montre optimiste quant aux évolutions de l'IA. Malgré cela, ou peut-être justement pour cette raison, elle se fait régulièrement l'avocate d'une régulation de l'IA. Donc probablement, pourquoi je voulais vous en parler ce matin, c'est que c'est probablement une personnalité qu'on reverra, et qui est assez intéressante. Et n'hésitez pas à lire effectivement son interview dans le Time, je vais vous passer le lien. C'est assez intéressant. Voilà. Je vais pas relire l'interview parce qu'on a déjà un petit peu fait quelque chose de similaire hier. Mais voilà, c'est une des têtes pensantes, Mira Murati, aussi de OpenAI. Et c'est vrai que pour l'instant, chez OpenAI, on a quand même plus parlé des mecs. Et c'est cool de parler un petit peu aussi des femmes. Voilà, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est du féminisme maladroit ? Je ne sais pas. Je me permettrai pas de porter des jugements de valeur. Mais c'est vrai que quand je vois elle n'a que 35 ans c'est là après où je veux pas voir le mal partout, c'est que c'est possible, enfin si on parlait d'un mec, ça aurait pu très bien être titré la même chose, il n'a que 35 ans. Mais bon, je trouve qu'il y a quand même une petite vibe un peu bizarre dans l'article. Mais bon, nous allons avancer. Mais en tout cas, au moins, vous aurez déjà entendu le nom de Mira Murati. C'était un peu le but de parler de cet article. C'est bon, il te reste 5 ans pour inventer un truc de fifou, t'es large. Je vais inventer ProutGPT, qui est la nouvelle IA générationnelle de Guillaume Slash. Et à 35 ans, je vais être la prochaine boîte à P de l'iPhone 1. La boîte à prout, hein. Rappelez-vous quand même, Banger, hein, la boîte à prout qui générait beaucoup d'argent. La fausse bière, l'iBeer et la boîte à P sur les premiers iPhones a généré énormément d'argent. Je dis l'iPhone 1, mais non, pas l'iPhone 1. Il n'y avait pas le store d'application, je crois, au début. Il va nous faire la voix de robot. Bliblop. C'est fait. ProutGPT, c'est un chat GPT du Pipotron. Tout à fait. Alors. Un article de Cory. La premiumisation. Oh, il va y avoir du débat dans le chat. Pour ou contre la premiumisation ? On va en discuter. Stratégie des entreprises pour vous faire payer plus cher. C'est le nouveau mot à la mode à Wall Street. Aïe aïe aïe. Mon petit côté de gauche anticapitaliste là, il est mis à mal quand j'entends ça. C'est le nouveau mot à la mode de Wall Street. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le terme premiumisation en anglais, a été employé durant 60 audioconférences. Ah bah attends, 60 audioconférences, ça déconne pas. Je vanne un peu. Sur les résultats financiers et autres réunions avec les investisseurs au cours des 3 dernières semaines. Alors, qu'est-ce que Comme son nom l'indique, la premiumisation consiste à mettre sur le marché des versions premium améliorées mais aussi plus chères de produits ou de services existants. Ainsi, la chaîne de Donuts Krispy Kreme, qui avait tout misé sur les promotions l'an dernier, s'apprête à lancer une offre de spécialité de donuts premium, plus qualitatif mais plus coûteux. Il me semble que qualitatif est un faux ami. Qualitatif ne veut pas dire de qualité. Mais c'est en train de rentrer dans le langage courant. Je fais mon chien. Plus surprenant, WD-40. Ah, ça connaît dans le chat WD-40. Ça, je suis sûr que le chat sent un peu le WD-40. Ça, je le sais. Je le sais parce que c'est vrai que le WD-40, c'est stylé. Qui fabrique le lubrifiant pour voiture du même nom, s'est rendu compte que ses clients étaient prêts à débourser davantage pour un contenant doté d'une paille intelligente permettant de verser le produit dans 2 directions différentes. Très bien. La premiumisation crée des opportunités de croissance du chiffre d'affaires, accroît les marges et surtout, elle ravit nos utilisateurs finaux.
Clairon Steve Brass, directeur général de WD-40, qui ne brasse pas du vent. Pardon. J'arrête. La chaîne de parcs à thème Six Flags a récemment augmenté ses prix et diminué les réductions, avec des résultats mitigés sur le plan économique. Son concurrent Walt Disney a... On dit plus Walt Disney, maintenant c'est Disney tout court, non? A en revanche pris le chemin inverse. Gentrification de tout. Soyons clairs, cette stratégie représente surtout une tentative des grandes entreprises de conserver leurs marges dans un contexte économique de plus en plus difficile. Peuvent-elles en faire autrement ? Grande question. Le problème, c'est qu'en se concentrant toujours plus sur les clients qui peuvent payer davantage, elles risquent d'exclure de façon croissante les clients les plus pauvres. Ainsi, sur le marché automobile américain, fin 2017, 36 modèles étaient disponibles à l'achat pour un coût inférieur à 25 000 $. Fin 2022, ce chiffre était tombé à 10 et représentait moins de 4% des ventes de véhicules. Cela est en partie dû à la hausse du prix des pièces détachées et aux sous-effectifs, mais reflète aussi une stratégie des constructeurs axée sur la vente de véhicules plus chers et plus rentables. Tout à fait. Alors pour le coup, pour vous partager un peu mon expérience, quand j'avais tenté de fonder une entreprise et tout, c'est un truc qu'on nous disait déjà, que globalement, il était plus rentable de faire de vendre un produit pour du secteur premium que faire de l'équivalent du hard discount. Et que par exemple, les stratégies comme le font Lidl, Intermarché, Leclerc, tout ça, ce sont des stratégies commerciales qui sont bien plus compliquées. Bien plus compliquées à mettre en œuvre parce qu'effectivement, il faut faire ses marges sur... Oula, j'ai un truc qui est tombé derrière, je sais pas ce que c'est. Il faut faire ses marges sur de la vente en gros, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il y a Samuel dans l'oreillette qui m'a mis une grosse photo de WD-40. Aïe. Mais donc en tout cas, ouais, de ma maigre expérience d'entrepreneuriat, effectivement, c'est déjà un truc qu'on nous disait. Et qui est une forme de gentrification, hein, clairement. Je viens d'apprendre un truc, pour moi, premium, ça veut dire premier, donc entrée de gamme. Ah bah non, premium, c'est premium. Premium, alors j'allais dire luxe. Non, le premium n'est pas du luxe, mais une offre premium, c'est une offre de plus grande qualité. Merci Nico FR87 pour ton abonnement. Merci beaucoup, j'avais loupé, excuse-moi. C'est une bûche qui est tombée, rien de grave. Très bon. Lidl est un très bon exemple de premiumisation ces dernières années. Tu as raison de le préciser, c'est vrai que j'ai dit Lidl dans leur première stratégie, mais il est... Lidl, alors après, bon, pour faire mes courses à Lidl, parce que le prix de la vie est en train de quand même bien grimper, pour le coup, Lidl reste quand même pour l'instant du hard discount. Il y a certains produits qui montent en prix. Il y a parfois il y a un côté gentrifié avec leurs vêtements, leurs baskets, leurs trucs comme ça. Il n'empêche que ça reste du hard discount encore aujourd'hui. Je cherche en ce moment du WD-40, mais ça coûte cher. J'en ai besoin pour 2-3 pchit. T'en as besoin pour 2-3 pchit. Ok. Il n'y a plus de WD-40 ? Oh. La premiumisation... Ah oui, pardon, c'est ce que tu as épinglé. Lidl devient aussi cher que ses concurrents. Alors, à Paris, ce n'est pas le cas. Je peux te le garantir. C'est arrivé une fois, il y a 2-3 mois, avec ma chérie, on a vaguement fait des petites courses, genre à Monoprix ou des trucs comme ça, là, parce qu'on avait un peu la flemme, parce que c'est vaguement un peu plus proche. On a fait, plus jamais, c'est mort. C'est mort. Impossible. Ça coûte beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Les journaux de gauche ne sont pas plus chers que les abonnements Netflix. Alors, je ne sais pas ce que tu essayes de prouver avec ça, mais je ne pense pas que ça soit très comparable. Carrefour, c'est devenu plus intéressant que Lidl sur les produits du quotidien. Ouais. Le problème, c'est que pour le coup, pour vivre à Paname, il n'y a pas de... Pour le coup, c'est un des trucs que j'aimais bien à Toulouse, c'est que Toulouse, tu avais les grands Carrefour, les grands Leclerc. Bon, fallait prendre la bagnole, mais globalement, tu avais ça qui était assez facilement accessible. Là, pour le coup, Paris, il n'y a pas vraiment de grands Carrefour ou de grands Leclerc. Alors, certains vont me dire, si, il y en a. Oui, je sais qu'il y en a, mais c'est plus compliqué. En intramuros, hein, je précise. Ici, en Bretagne, Lidl est même devenu plus cher
que certains sur la viande et les produits frais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais le coût de la vie, c'est quand même un peu... Là, c'est un peu compliqué en ce moment. Ça... Je vais pas faire une analyse politique parce que je pense que Jean Massier serait bien meilleur que moi là-dessus, mais ça va être compliqué pour le gouvernement, je pense. Euh, Il y a un grand Leclerc à Montparnasse. Ok, ok, ok. Je remonte un peu dans vos messages. Plapli bloup. J'ai 2 flacons de WD-40, je vais faire fortune. Yes, 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 yes. Putain, en parlant de ça pour le coup, alors je suis vraiment pas le genre de personne à garder des produits pour spéculer dessus. Mais vous savez ce qui est en train de prendre de la valeur de fou et que j'ai, parce que je l'avais acheté un peu à sa sortie, c'est ça. Genre, j'ai halluciné du prix de ça. Et là, vous avez envie de savoir. Là, je vous fais un petit suspense dramatique. Mais de quoi tu parles, Guillaume? Vite, dis-nous, on a envie de savoir. Révèle-nous. Révèle-nous ton produit qui est en train de stonks. Eh bien, c'est ça. Ce produit-là, le Fujifilm X100V, cet appareil compact, est en train de coûter de plus en plus cher. Il est en train de... Parce qu'on le trouve nulle part. Alors, je suis en train de dire ça, mais là, ça se trouve à la Fnac, il est en stock. Donc, peut-être que je dis de la merde. On va voir ça tout de suite. Est-ce que je dis de la merde? Attention, dans une seconde, on va le savoir. Est-ce que c'est en stock ou pas? Ce n'est pas en stock. Pas du tout. Ah oui, à partir du 5 mai. Waouh. Ok. Eh bien, le Fujifilm X100V coûte 2000 balles sur eBay maintenant. Il y a genre... au moment où je l'ai acheté, je crois que c'était un produit qui coûtait 1200, 1300 euros. Quelque chose comme ça. C'est en train de stonks comme pas possible. Ouais, et les anciens Fuji s'arrachent aussi en occasion. Ouais, non, c'est assez impressionnant. Décédé vierge du PQ des œufs du homard. J'avais pas vu dans le chat. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Les CD dit Flonflon. Ah, j'ai pas vu ton message, Flonflon. Mais il a démarré son stream, Flonflon, non? Il est plus là. Il y a une raison, il est introuvable. Et je crois que la marque avait dit qu'ils avaient des galères de production. Mais en fait, c'est un produit qui a une hype, notamment sur TikTok et sur les réseaux sociaux, par son look et par son côté très rétro, et parce qu'en fait, il génère des images numériques qui ressemblent beaucoup à de l'argentique. Ce qui plaît énormément. Toujours ce côté nostalgie, machin, ça plaît énormément. Oui, il a raison, TikTok. Ouais, non, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Le joujou préféré de Papsan. Ah ouais? Il shoot avec ça, Papsan? Ouais. Tu t'en sers toujours? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque, mais c'est vrai que je shoot beaucoup à l'iPhone maintenant. Même quand je fais de la photo de rue, même quand je fais des photos et tout, j'avoue que j'aime beaucoup shooter au smartphone. En fait, je trouve que maintenant, les derniers smartphones font des photos tellement bien. Là, pour le coup, si le S23 Ultra avait iOS, j'aurais un S23 Ultra. Je trouve que ses capacités photos sont tellement bluffantes. J'ai un XT30 et je suis méga fan. Mais par contre, il y a beaucoup de photos que j'ai shootées avec mon Fujifilm X100V. Il y a beaucoup de photos que j'ai shootées qui sont vraiment très très cool, quoi. Très très cool. Il est 9h, j'ai même le temps d'éventuellement de chercher un petit peu. Je peux peut-être vous montrer une ou deux photos que j'avais fait avec. Mais attendez, je vais ouvrir Lightroom, hein, je vais regarder un petit peu ça. Normalement sur Lightroom je peux chercher avec justement la ref de l'appareil. Donc si je mets X100V, ouais, il y a vraiment des photos chouettes que j'ai fait avec. Et c'est vrai qu'il a un rendu qui est trop cool. Et en voyage, bah j'ai fait des photos, oui ici, bah oui, j'ai fait une série de photos à Rotterdam. Parce que j'ai passé 2-3 jours tout seul à Rotterdam. J'avais envie de voyager un petit peu tout seul pour tester. J'ai pris le train, pas l'avion, me tombez pas dessus. Et j'ai fait une série à Rotterdam, justement, en n'ayant que ce téléphone. Et une série que je trouve assez cool, avec notamment cette photo, qui est une de mes photos préférées. Alors peut-être que pour certains, elle parlera pas du tout. Hein. Mais attendez, il faut que je la mette sur Discord.
Hop, j'essaie de me la transférer. Hop, rendu de la photo est exportée, je me l'envoie sur Discord, bliblop, bliblop, album récente, transféré sur... blablabla. Est-ce que je peux me la transférer comme ça? Nowtech, l'oreillette, oui. 9h, il reste 3 articles, donc non, tu n'as pas le temps. Mais si, on a le temps. Ils vont me détester. Aïe, 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 ils vont me détester. Mais ouais, c'est vrai qu'elle a vraiment... bon, la qualité, elle est un peu patate, parce que là, pour le coup, j'ai transféré l'image. Mais ouais, j'avais fait... Là, je sais pas pourquoi il zoome autant la photo. Mais j'avais fait cette photo. Je trouvais que la lumière était cool. Voilà, j'avais fait cette photo-là. Et je trouve qu'il y avait une jolie ambiance au moment... C'était le musée à Rotterdam des maisons cubiques, qui est un musée qui coûte que dalle. Hein. Je crois que tu payes à l'entrée genre 2-3 balles. C'est pas un musée très long. Et il y avait une jolie ambiance à cet endroit-là. Je sais pas, il y avait un truc dans la scène qui me plaisait bien. Donc j'ai shooté... J'ai shooté avec le Fuji et je trouve que l'ambiance était cool. Et c'est vrai que là pour le coup, en voyageant tout seul, avoir un appareil photo dédié à de la photo de rue. Là, en fait, je suis content d'avoir shooté avec un Fuji et pas avec un iPhone. Il y a un rendu des couleurs que je ne retrouve pas avec l'iPhone, clairement. C'est généré par IA, exactement. C'est une photo générée par IA, exactement. Allez, on va avancer dans les articles, effectivement. Samuel a quand même raison. On va parler de Sony. Sony qui rend la photo, justement, parler de photo, transition toute trouvée. Sony qui rend la photo accessible aux malvoyants avec cette technique. Donc avec l'aide de QD laser, une technologie j'imagine, Sony a mis au point un kit de projection rétinienne pour appareil photo. Il utilise des lasers rétiniens pour permettre aux personnes malvoyantes d'afficher une image nette. Donc, permettre aux malvoyants d'utiliser un appareil photo, c'est la dernière idée de Sony. Le fabricant japonais pense à tous les utilisateurs et collabore avec son compatriote QD Laser pour présenter un kit étonnant. Il intègre un laser rétinien au viseur de l'appareil photo pour projeter une image nette dans l'œil de l'utilisateur. Le dispositif passe outre les problèmes de vue, permettant à des personnes malvoyantes de voir clairement à travers le viseur et de prendre des photos. Le projet s'articule autour du DSC-HX99, toujours les noms Sony imbitables, blablabla. C'est un appareil photo compact sorti en 2018 et offrant des performances correctes. Il a un petit capteur, ah oui, il n'a même pas un capteur 1 pouce, ok. 18 mégapixels, un équivalent 24-720 mm, ouais, donc c'est vraiment un appareil on va dire, entrée-milieu de gamme. Ils l'ont associé à un kit de projection rétinienne. Il apporte un nouveau viseur à l'utilisateur comprenant un laser rétinien capable d'afficher une image d'une définition équivalente à 720 pixels avec une profondeur de couleur de 8 bits, très bien. Donc justement, la projection à laser faible puissance est conçue pour contourner efficacement la mise au point de l'œil. Cette approche permet à des utilisateurs souffrant de troubles de vision tels que la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme de voir une image claire. Sony propose son kit qui s'appelle RNV Retina Projection Camera. Il intègre l'appareil photo et l'adaptateur au prix de $600, soit une centaine de dollars de plus que le produit, l'appareil photo vendu seul. Donc en gros, pour $600 de plus, vous avez ce système de projection caméra. Le fabricant affirme qu'il prend en charge la majeure partie des coûts à sa charge afin de soutenir la communauté des malvoyants. Enfin, le constructeur japonais encourage les utilisateurs intéressés à l'essayer avant de l'acheter. Le dispositif ne peut pas convenir à toute les déficiences visuelles. Pour l'instant, ça va être dispo aux États-Unis en quantité limitée. Produit vraiment intéressant, je trouve, à tester. Blablabla, ça peut fonctionner avec d'autres caméras, intéressant. Pour ça, il faut le connecter en HDMI et disposer d'un modèle aux dimensions proches de celui de Sony. Très bien, voilà pour cet article. Pas grand chose à dire de plus, mis à part le fait que c'est cool d'avoir ce genre de techno. Voilà. C'est bien tout ça, mais ça coûte combien? Ah oui, t'as eu ta réponse, ouais, tout à fait. Un laser dans l'œil, ça fait quand même peur. C'est vrai que vendu comme ça fait un petit peu peur. Je suis bien d'accord. Allez, on avance dans les news, il est 9h06 et on va terminer par un article assez rapide sur le Li-Fi. L'Internet par la lumière va-t-il enfin décoller?
Excusez-moi, je me détends un petit peu. Plus sûr au niveau sanitaire, cette technologie de communication sans fil faisant appel à l'éclairage LED se pose en alternative crédible au Wi-Fi. Vous allez voir pourquoi, et je trouve que l'article explique bien pourquoi c'est une alternative, mais qui n'est pas utilisable tout le temps. En fait, dans certaines situations, le Li-Fi a plus de sens que le Wi-Fi. Enfin, que le Wi-Fi. Donc le Li-Fi, vous savez quoi, je vais dire Li-Fi et Wi-Fi, ça sera plus simple. Vous allez voir que dans certaines situations, effectivement, le Li-Fi a plus de pertinence et de sens, notamment dans certains domaines un peu sensibles. Donc, sur le papier, le Li-Fi, ou Light Fidelity, a tout pour plaire. Cette technologie de communication sans fil utilise la partie optique du spectre électromagnétique. Traversé par un courant électrique, un éclairage LED s'allume et s'éteint plusieurs millions de fois par seconde. Ce scintillement ultra rapide, invisible à l'œil humain, peut être converti en données binaires. Évidemment, le 0 et le 1. Voilà, doté d'une clé USB ou d'une puce dédiée, un ordi portable, une tablette ou un smartphone accède à Internet en se plaçant tout simplement sous le cône de lumière d'une lampe LED, comme un plafonnier ou une lampe de bureau. Un luminaire Li-Fi peut connecter jusqu'à 8 terminaux dans un rayon d'1 à 5 mètres pour un débit pouvant atteindre 1 gigabit par seconde. Et c'est là où c'est intéressant. La vocation du Li-Fi n'est pas de se substituer au Wi-Fi, mais de proposer une alternative crédible dans un certain nombre de situations où le recours aux ondes radio n'est pas souhaitable. Sans danger pour la santé, l'Internet par la lumière peut être utilisé dans les environnements accueillant des personnes fragiles, malades ou en bas âge. Le Li-Fi trouve ainsi sa place dans les établissements médico-sociaux comme les EHPAD ou les centres hospitaliers. La loi Abeille de 2015 oblige les établissements recevant du public d'informer ses visiteurs de la présence d'un accès Wi-Fi. Elle impose par ailleurs des limites à l'exposition aux ondes électromagnétiques dans les lieux sensibles comme les écoles primaires, les garderies ou les crèches, qui est un principe de précaution, hein, why not. Ne créant pas d'interférence avec les équipements électroniques à bord, ça je trouve ça super intéressant, le Li-Fi peut aussi trouver sa place dans des blocs opératoires des CHU ou à bord des avions, parce qu'effectivement, dans ce genre de cas, les ondes radio du Wi-Fi peuvent éventuellement causer des soucis, tandis que le Li-Fi, vu que ce n'est pas la même technologie, vu qu'on utilise la lumière, eh bien dans ce cas-là, ça n'a pas de potentiel d'interférence. Les gares sont d'autres lieux privilégiés. L'autre spécialiste français, Lucibel, a installé le Li-Fi dans le grand salon voyageur de la gare de Lyon à Paris. Autre avantage, le Li-Fi offre une connectivité limitée strictement à la pièce pourvue d'un éclairage LED. Donc ça permet un haut niveau de confidentialité. Les faisceaux lumineux ne traversant pas les murs, le signal ne peut pas être hacké ou détourné en dehors de la zone de connexion. Donc ça veut dire qu'on pourra avoir des accès Internet uniquement dans certaines pièces spécifiques. Donc moi je pense surtout à des endroits secret défense où on aurait besoin d'Internet mais on ne veut pas utiliser du Wi-Fi et où le câble Ethernet n'est pas forcément une solution. Voilà, donc cabinet d'avocats, service de renseignement, administration, etc., etc. Le Li-Fi peut apporter une connectivité indoor, donc en intérieur, dans des bâtiments où les ondes Wi-Fi ne passent pas, dans des parkings, dans des tunnels. Ah oui, par contre, en inconvénient, le Li-Fi peut être perturbé par d'autres sources lumineuses. Voilà. Le coût d'installation est aujourd'hui 3 fois supérieur à un développement Wi-Fi, mais bon, en même temps, c'est une technologie nouvelle, entre guillemets, etc., etc. Il y a eu des expérimentations à partir de 2005. Voilà, bon, j'avance un petit peu sur la fin de la news. Il y a des innovations. On essaie de faire monter le débit à 2 gigabits par seconde sur une distance d'1 à 5 mètres. Et en 2025, on estime que ça pourrait aller jusqu'à du 100 gigabits par seconde. Voilà. Voilà un petit peu pour la news sur cette technologie. Je trouve ça intéressant d'en parler parce qu'effectivement, elle a des applications dans certains domaines. Tout simplement. Pour les bidouilleurs, on peut en fabriquer soi-même. Ah, intéressant. Intéressant. Ne peut pas être hacké, j'y crois pas. Combien de fois un système était jugé inviolable et pourtant... Oui, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Si tu es dans un contexte de secret défense, dans ce cas, tu prends du filaire si c'est vraiment la sécurité que tu recherches. Oui. Après, dans un contexte de secret défense peut-être, mais dans un contexte d'avocat, par exemple, là, bon. Why not? Ouais, le Titanic de l'informatique. On verra bien. Il faut pas jeter tout de suite le bébé. Par contre, ce qu'on vous invite à ne pas jeter du tout, mais à regarder plutôt, c'est le Battle for. Petit rappel que toute l'équipe Nowtech sera
au Battle for, et surtout Jérôme et moi-même, nous on sera les tenants du stream. Et donc on vous invite à noter sur vos agendas 21, 22, 23 avril, pas mars, hein, avril. Nous serons avec Jérôme au Battle for avec plein d'autres streamers et streameuses très très chouettes, et nous battrons, nous ferons plein de jeux, de gages, de plein de trucs rigolos pour justement 2 associations, Handicap International et Premier de Cordée. Donc vous pourrez venir éventuellement faire des dons aussi si le cœur vous en dit, vous n'êtes absolument pas obligé. Et en sachant que les dons après débloquent aussi des gages et des choses pour qu'on rigole bien pendant ce week-end. Il y aura évidemment des moments où on discutera des associations, où on parlera du handicap visible et invisible. Voilà, donc en gros, sensibiliser tout le monde tout en s'amusant, c'est un peu le but du Battle for. Donc n'hésitez pas à venir, 21, 22, 23 avril, ça commence vendredi 21 avril à 18h. Donc n'hésitez pas à vous noter ça, en sachant qu'on communiquera sur les réseaux, hein, bien sûr, pour vous en reparler. Évidemment, et je vous propose qu'on passe à la tartine, on va parler de Midjourney et des nouvelles images de la nouvelle version. C'est très bluffant. On en parle, c'est maintenant. Merci beaucoup pour vos subs, Xayer42, merci beaucoup, 22 mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est que du plaisir. Merci Bailang pour 17 mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du bonheur. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs, Midjourney a publié sa version 5, et c'est vrai que c'est absolument bluffant, vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser. Notamment parce que donc Midjourney s'est encore plus amélioré, et on commence, et c'est ce que Corben a montré, à avoir des images incroyables, j'ose le dire, avec des yeux et des mains qui ont été améliorés. C'est-à-dire que ça a été un gros boulot pour Midjourney 5, pour Midjourney tout court en fait, d'améliorer ces rendus-là, parce que ce sont des rendus qui sont extrêmement compliqués, les mains et les yeux. Et là, pour le coup, j'avoue que je suis absolument sur le cul de ce que peut générer Midjourney 5. Donc, je voulais vous montrer quelques images et on peut en discuter. Cette image m'a fait beaucoup rire. Bon, celle-là, elle a une vibe encore un peu IA, même si elle est quand même convaincante. Mais elle a un feeling un petit peu IA. Il y a 2-3 trucs qui font un petit peu bizarre. Là, on voit que sur les mains, effectivement, il s'est amélioré. Clairement, sur le visage, sur les mains, enfin on commence à avoir des trucs très 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 crédibles. Et il y a notamment un gars qui s'appelle Nick Saint-Pierre qui a proposé des images. Donc là par exemple on a une image de femmes dans les années, ça serait quoi, années 60, quelque chose comme ça, de plusieurs femmes sur un bateau. Donc avec une espèce de photo qui fait très très vintage. Celle-là, si on regarde un petit peu de plus près, on voit qu'il y a 2-3 trucs qui font un petit peu bizarre, mais globalement elle est quand même assez bluffante. Il montre ici, ça c'est une image de Midjourney version 4 d'un bureau. Et ici on a une image de Midjourney version 5. Voilà. On a aussi, ça c'est un portrait fait avec Midjourney V4. On voit qu'il y a 2-3 trucs sur le visage qui sont un petit peu agaçants, un petit peu gênants. Midjourney V5 qui je trouve là a un rendu très vintage, très 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 convaincant. Ça fait très, très pellicule. On a une photo ici de Midjourney V4. Si on regarde un petit peu de près, on trouve que moi je trouve que les yeux sont un petit peu étranges. Mais globalement déjà sur Midjourney 4, le rendu était déjà très 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 réussi. Mais alors par contre, moi je trouve que j'ai pris une claque sur Midjourney V5. L'image est moins contrastée, mais je trouve que le rendu est bien plus crédible. Et il y a un côté beaucoup plus réaliste, en tout cas je trouve. Ici on a Midjourney V4. Qui avait déjà un rendu de chaussures qui était très très convaincant, notamment le petit texte Air, le logo Nike était vraiment pas mal du tout, le détail sur les chaussures. Là, on a la version V5 qui je trouve est plus réaliste sur certains côtés, moins réaliste sur d'autres côtés. Je trouve qu'elle a les deux comparaisons ont leurs forces et leurs faiblesses. Ça, c'est Midjourney V5, ce sont des lutins en train de bosser dans un entrepôt à New York. Pareil, je trouve que cette image a du détail et elle est assez impressionnante. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous montre une photo prise dans les années 1990. Donc ça, c'est Midjourney V4.
où il montre pas du tout le visage de la personne et le rendu est quand même très bizarroïde pour peu qu'on s'attarde un petit peu sur la photo. Là où sur la version V5, le rendu est pas mal. Je dirais que les deux photos pareilles ont leurs forces et leurs faiblesses. Une autre photo de bureau un petit peu, on dirait un bureau très moderne de psychiatre, un petit truc un peu comme ça. Ça c'est la version V4, qui est déjà quand même vraiment pas mal du tout, et la version V5 qui je trouve a plus de détails et beaucoup plus réaliste. Je trouve que presque que cette image pourrait être une photo. Celle-là pour le coup je trouve que le jeu sur la lumière, tout ça fonctionne très 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 bien. Oui, c'est le même fauteuil. Bah, il a sûrement été entraîné un petit peu sur les mêmes choses. Effectivement, on a le même rendu du fauteuil. Ikea tiers, ouais, clairement. Ça, c'est une photo de mi-journée V4, quelque chose qui fait très film de science-fiction des années 40, avec un rendu sur les yeux là qui marche pas du tout. Et là, on a la version V5. Bon, là, il s'est pas du tout embêté à faire un rendu sur les yeux. Une autre photo de bagnole, voiture, ça c'est mi-journée V4, ici. Et là, on a Midjourney V5. Alors celle-là, pour le coup, j'avoue que j'ai quand même été pas mal bluffé. Le jeu sur l'ombre, sur la projection du soleil et tout, je trouve ça quand même assez impressionnant. Après, le soleil, je trouve, est pas positionné au bon endroit pour faire cette ombre-là. Mais néanmoins, c'est très, 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 très bluffant. Celle-là aussi, ça c'est Midjourney V5. Là, j'avoue que j'ai pris une claquito. J'ai pris une grosse claque. Mais on va arriver à la photo qui m'a le plus bluffé. On n'y est pas encore. Celle-là, elle est très impressionnante, cette image. Je trouve que... on me montrerait une image comme ça, j'aurais du mal à dire si c'est une image générée par IA ou si c'est... Même le détail sur les yeux et tout, c'est à peu près OK. Faut vraiment plisser les yeux et regarder très en détail pour se rendre compte qu'il y a un problème. Mais là, le jeu sur la lumière, la golden hour, enfin vraiment, c'est très 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 propre. Je dirais juste que la lumière sur le côté gauche de son corps ici, là... Ah, vous voyez pas mon curseur, c'est vrai. Mais la lumière sur la gauche de la photo est un peu bizarre. Elle est trop blanche pour une golden hour, je trouve. Ça, c'est une photo donc générée par IA dans un marché. New York. Hein. On voit que les visages, il y a des trucs qui vont pas. Mais quand on regarde la photo de loin, putain que c'est impressionnant. Là, clairement, là, c'est très 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 bluffant. C'est vraiment une photo, si on la regarde de loin, ça marche nickel, mais plus on regarde dans le détail, plus c'est bizarre, mais on y arrive petit à petit. Il y a un énorme progrès sur les mains, ouais. Et on va arriver à la photo qui m'a le plus bluffé. Vraiment. Ça, c'est Midjourney V4, d'accord ? Là, accrochez-vous, vous allez voir, moi j'ai vraiment été complètement bluffé. Donc sur celle-là, on se rend compte, je peux pas zoomer sur l'image, mais on se rend compte, si je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet, que sur les yeux, il y a un truc qui va pas. Effectivement, les yeux, ça va pas du tout là. Il y a vraiment un truc dans le regard qui marche pas. Eh bien, accrochez-vous. Ça, c'est une image générée par IA. Le seul truc qui peut faire détecter, je trouve, que c'est une image générée par IA, c'est le vert qui est un peu bizarroïde. Regardez, si je zoome sur le vert. Si je zoome sur le vert en bas. Attendez, je zoome pas mal. Vous voyez que le vert est un petit peu étrange. Genre, il est un peu penché. Voilà. Mais honnêtement, c'est le seul truc qui me fait dire que c'est une image générée par IA. Là, pour le coup... Non, c'est pas des vraies photos. Non, je fais pas comme Jérôme pour le coup. Là, je vous montre des vraies images générées par IA. Mais les cheveux, le regard, franchement... c'est... Là, moi, je suis vraiment épaté, quoi. En sachant que pour le coup... Non, les épaules, ça me choque pas. Oui, peut-être qu'en plissant un peu les yeux, elle a des épaules très carrées. Bon, après, y a des femmes qui ont les épaules plus carrées que d'autres. Hein. Moi, les épaules me choquent pas tant que ça. Mais ouais, là, clairement, sur celle-là, j'ai vraiment pris une claque. Clairement. Ensuite, un close-up d'une femme en train de jouer du violon. Pareil, sur les doigts, il s'est quand même pas mal amélioré. Cette photo pourrait me tromper, clairement. Sur cette photo, je pourrais me faire avoir en me disant que c'est une vraie photo. Vraiment. D'autres photos de paysages. Bon, là, pour le coup, les IA ont toujours été plutôt fortes sur les paysages parce que c'est moins compliqué que des humains. Donc ça, c'est la V4, ça, c'est la V5. Bon, là, il n'y a rien qui me bluffe spécialement.
Une photo très large de New York. Euh, Pareil, là, je suis pas spécialement bluffé. Je trouve que l'image est convaincante, mais sans plus. Euh, une image de food photographie. Ah ouais, là, par contre, là, c'est bluffant. Là, pour le coup, c'est très bluffant qu'il arrive à générer de la nourriture coréenne. Si on plisse un peu les yeux, on voit qu'il y a des problèmes, notamment le pot en bas. Mais honnêtement, vous auriez ce genre d'image sur des applis pour commander de la nourriture. Clairement, je serais en mode oui, oui, bah, il n'y a pas de problème, je comprends pas ce qui va pas. Et voyez, quand on dit qu'il peut y avoir des impacts sur le métier de photographe aussi, bah, clairement pour de la photo un peu corpo bouffe, là clairement, ça donne faim. Ouais, ça donne un peu faim, c'est vrai. Mais là, moi, je suis bluffé, hein. Clairement, clairement. Il montre d'autres photos. Il est 9h22, on a encore un petit peu le temps. Il montre d'autres photos. Donc, une photo de femmes âgées dans un marché indien. Celle-là aussi, elle est assez réaliste, hein. Il a continué un petit peu son thread aussi. Celle-là, elle est. Oh là 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 là. C'est une image. Ah ouais, celle-là pour le. Waouh! Ah, celle-là, pour le coup, le travail sur les mains, maintenant, le chien, le dogo et tout. Wow, aïe, 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 celle-là, elle est impressionnante. Je l'avais pas vue, en fait. Waouh. Oh, putain. Celle-là, elle est... Voilà, ouais. Ouais. Celle-là, ouais. Là, là, ça devient difficile. Ouais, il y a la canine du chien. Mais putain, faut plisser les yeux, là, hein. Franchement, soyez honnête. Celle-là, ouais, le reflet dans les lunettes, mais franchement, j'aurais pas fait attention au reflet dans les lunettes. Il donne les prompts, hein, qui donne, si vous voulez aller voir son thread, les prompts, il les donne dans le alt des photos. En gros, le texte pour les personnes malvoyantes, justement. Mais celle-là, elle est waouh. Le pouce de la dame te dérange. Ouais, pas tant que ça, hein, ça va. Toujours le haut du corps et jamais le bas. Mais là, il y a les mains, hein. Les mains, c'est un des trucs les plus difficiles. Ça, c'est une femme française âgée, c'est ce qu'il a dit. Elderly French woman, coton, machin. Putain, celle-là, elle est. Waouh. Après, c'est un portrait. Les IA ont déjà réussi à faire des portraits corrects. Ça, c'est une femme française aussi âgée, toujours. Une petite vibe Elisabeth Borne, je trouve. Euh, je trouve qu'il y a une vibe. D'autres photos. Ah, pour le coup, celle-là, elle est pas très détaillée. Ok, ok, ok. Oh, c'est bluffant quand même, hein. C'est très bluffant. Attendez, je continue dans son... Est-ce qu'il en a fait d'autres? Non, il n'en a pas fait d'autres pour l'instant. Il n'en a pas fait d'autres, mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu... Putain, j'avoue que celle-là... Celle-là, elle me... Elles savent reproduire des œuvres. Les IA, oui, elles sont très fortes pour reproduire des styles. La peinture, ça n'a pas été un truc compliqué pour les IA, pour le coup. C'est un des trucs les plus simples. Voilà. Voilà, voilà. Je vous propose qu'on passe au camp de fac. On discute 5 minutes ensemble. Mais je voulais vous montrer tout ça parce que c'est quand même très bluffant. Voilà, donc c'est le moment de l'émission où on termine tranquillou. Vous pouvez poser des questions plus libres. Ça peut être des questions qui n'ont pas de rapport avec ce dont on vient de parler. Et voilà, et on peut continuer de discuter de ces IA et tout. Mais c'est vrai que là... Alors dans le chat, vous avez raison de pinailler, hein. Moi, je serais comme vous, je pense, hein. Si je regardais l'émission, je serais en mode oui, mais là, j'ai vu un truc, machin et tout. Mais force est de constater que quand même, là, il y a eu un progrès. Enfin, Midjourney commence à être vraiment au-dessus de la concurrence et à proposer des résultats complètement dingos, hein. Je sais que sur le Discord de Midjourney, il y a d'autres exemples. Il y a un channel qu'ils ont appelé Showcase V5, de la version 5 en fait. Une démonstration. J'essaie de regarder un peu s'il y a d'autres photos que je pourrais éventuellement vous montrer. S'il y a du portrait. Ouais, il y a vraiment beaucoup de photos qui sont très très impressionnantes, hein. Je regarde un peu là dans le channel, mais
Ah oui, ils ont vraiment bossé les mains, hein. Attendez, je vous en montre une autre. Mais effectivement, les mains, là, il y a eu un vrai boulot. Attendez, je vous montre celle-là. Ah, merde. Hop, je vous montre celle-là. Celle-là, elle est vraiment bluffante aussi. Ouais. Donc ça, c'est une photo générée par IA. Et effectivement, on peut le voir, hein, le travail sur les mains. Attendez, je zoome un petit peu. Mais le travail sur les mains est très propre, hein. Très propre. Là, il y a une grosse progression sur l'IA. Bon, la cuillère est un peu bizarre, mais même son regard et tout, bon, l'œil est un peu bizarroïde, mais très légèrement, quoi. Enfin, franchement, c'est très convaincant, hein. Comment ça fonctionne, le droit de propriété sur ces images Midjourney? Je sais plus quelle est la licence de Midjourney. Je sais plus du tout. Je ne sais plus. Ce qui me pose question, c'est l'usage potentiellement agressif dans la presse. À quand la une de Marianne avec Le Pen déguisé en SS ou la une de Valeurs Actuelles avec Mélenchon en burqa? Oui, oui, non, mais si tu dis des trucs en vrai qui peuvent arriver, hein, clairement. Clairement. Bon, après, ça n'a pas empêché des caricaturistes de déjà faire des choses comme ça. Donc en soi, on n'a pas attendu. On n'a pas attendu l'IA, mais c'est vrai que l'IA va permettre de démocratiser des dessins qui peuvent éventuellement poser des questions d'éthique. Euh, Oui, c'est payant, hein, Midjourney. C'est payant. C'est pas excessivement cher. Qui finance Midjourney? Tu veux plutôt dire quel est leur business model? Leur business model, c'est un abonnement. Qui finance? Je sais pas. Bonjour, quel est l'intérêt des capteurs 1 pouce? Tu veux dire sur les smartphones? L'intérêt d'un plus grand capteur, c'est que, en règle générale, un plus grand capteur va te permettre de capter plus de lumière et aussi, en règle générale, de capter plus de détails dans une image. Voilà, et puis tu peux avoir aussi avec des grands capteurs et des objectifs adéquats, tu peux aussi avoir un peu plus de bokeh, donc de flou d'arrière-plan. Alors les spécialistes de la photo vont dire mais non, mais tu racontes des bêtises. Mais on va dire que globalement, c'est généralement le cas. Plus un capteur est grand, plus tu peux avoir avec des objectifs qui correspondent bien une plus grande, enfin plus de lumière qui rentre, plus de flou d'arrière-plan. Voilà. Parce que tu as la zone de netteté qui devient de plus en plus fine. On peut tester Midjourney gratos? Non. Mais on va dire que globalement, le principal avantage des capteurs 1 pouce, c'est surtout de capter plus de lumière. C'est surtout ça. Si tu filmes Midjourney à mes élèves, il va y avoir des images de moi en danseuse étoile. Gloops. Aïe. La version gratuite de Midjourney permet de faire de très belles images. Je crois pas que la V5 soit dispo. Il y a une version gratuite de Midjourney, j'avais regardé, mais j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ouais, mais effectivement, hein, il arrive à faire des. Là, je regarde d'autres images sur le Discord, mais il arrive à faire euh, des mains normales d'humains. Effectivement, je regarde, hein, mais je vais pas vous montrer parce que ça va prendre du temps. Mais vous pouvez aller sur le Discord de Midjourney, ça c'est gratuit, et vous pouvez regarder effectivement. Et maintenant, il génère 5 doigts, hein. Globalement, il génère 5 doigts. Et ça, c'est un vrai progrès. C'est un vrai progrès. Si je comprends bien. Attends, quoi? Midjourney utilise une technologie comme Stable Diffusion qui est gratuite pour faire payer. Non, c'est pas les mêmes algos, il me semble. C'est pas Midjourney n'est pas le même algorithme que Stable Diffusion. Peut-être que la base est la même, mais Stable Diffusion est vraiment moins bon à générer des images, hein, clairement. Question métaphysique, ce sont des photos ou des images? Ce sont des images, ce ne sont pas des photos. La photographie, si même je dis pas de bêtises, étymologiquement, c'est capturer la lumière, c'est ça? Photo, c'est la lumière. Graphie, c'est le fait d'inscrire, non? Photographie, étymologie. Donc étymologiquement, non. Une image et une photo ne sont pas la même chose. Photos, c'est la lumière, et graphos, c'est écrire. Oui, c'est ça, c'est écrire la lumière. Oui, c'est ça. Inscrire, écrire, ouais. C'est ça. As-tu testé Blue Willow? Je sais pas ce que c'est.
Sachant que Midjourney est dispo sous la forme d'un bot Discord, tu peux l'ajouter au Discord de Nowtech pour créer un channel dédié avec la commande Imagine et tout le monde pourra tester. Oui, mais le problème c'est que c'est payant, non, de faire ça, Yanji, il me semble. Oui, alors rappel, il est 9h30, on va arrêter le mug. Petit rappel, donc déjà merci à toutes et à tous d'avoir suivi le mug. Vous pourrez retrouver le jeudi contributeur, donc c'est ce soir à 18h. On va parler de plein de choses, ça va être très 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 cool. Et donc rendez-vous 18h, il faut rejoindre le Discord. Voilà, donc Midjourney peut être un bon moyen pour vous d'arriver sur Discord, essayer de comprendre un peu ce logiciel pour ceux qui ont la flemme. Et je le comprends, hein, c'est un logiciel un peu particulier quand même. Donc vous pouvez rejoindre le Discord de Midjourney, c'est sur leur site, hein, vous ne pourrez pas vous tromper. Et au passage, rejoignez le Discord de Nowtech. Voilà, comme ça vous pourrez venir discuter avec la communauté. Et si vous êtes sub Twitch ou Patreon ou que vous nous soutenez, vous avez accès à plein d'avantages sur le Discord, le vide-grenier, les choses comme ça. Il y a une personne qui donne un Chromecast audio là en ce moment d'ailleurs. Ça peut vous, si vous êtes motivé pour choper un Chromecast audio, il y a une personne qui fait un don. Voilà, et il y a d'autres produits à vendre et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir. Il y a le vide-grenier, il y a le vide-grenier des contributeurs et tout ça. Il y a le vide-grenier Nowtech. Il faut qu'on le remette un peu là, on a plus trop de trucs dedans. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Et puis je vous ferai des bisous et on se voit donc à 18h. Voilà, pour le jeudi contrib. Merci d'avoir suivi le mug et à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye.